Salut les Wheelers Pro! Dans cette vidéo, nous allons parler de la roue à suspension de chez Bégodet, la EX. Je vous affiche ses caractéristiques. Alors, chez Bégodet, il existe aussi la EXN qui emprunte à la EX la coque et les batteries, mais sans suspension et avec le moteur de la RS HS, High Speed. Mais mon petit doigt me dit qu'une version HT, High Torque, de la EXN devrait arriver. Mais revenons à la EX. Alors, la EX n'est pas nouvelle. Les premières mentions datent de juillet et les premières vidéos d'août 2020. Mais encore une fois, grâce au Diabolique d'Orléans, je vous propose une revue détaillée de cette roue. La forme de la coque est dans la lignée commencée avec la MS3, mais quand même plus rectangulaire pour pouvoir y loger 3 packs batteries de 900 Wh chacun pour un total de 2700 Wh. Alors, il n'y a pas de LED RGB, seulement le phare et le feu arrière. Pour le phare, vous avez une partie annulaire qui est toujours allumée. Ça fait office de feu de jour. Pour le feu arrière, il est différent. Carré au lieu des LED en ligne qui servaient pour le pourcentage de batterie à l'arrêt et entouré d'un anneau. Sur la UX, le feu arrière clignote lors du freinage. Alors, comme le feu arrière n'indique plus le pourcentage batterie, Bégodet a mis un afficheur placé à l'arrière qui indique la tension de la batterie, un voltmètre finalement. Les haut-parleurs sont dans le passage de roue et dans le bas. Du coup, pas de trou dans les panneaux latéraux. Et nous avons les suspensions avec une hauteur de pédale de 22,5 cm au plus haut et 17 cm au plus bas. Les suspensions ont une course maximale de 5,5 cm. La hauteur en usage dépendra du réglage des suspensions et de votre poids, bien entendu. Alors, vous avez un trollet très similaire à celui de la Monster Pro, mais la poignée est plus fine, un peu plus agréable à tenir. Et un bouton coupe-moteur sous la poignée. Alors, au niveau des prises, que je cadre, alors au niveau des prises, vous avez une prise de charge et une prise USB. Alors, un seul port de charge, mais câblé en double pin. Donc, si votre chargeur est lui aussi en double pin, vous pouvez charger jusqu'à 10 ampères. Alors, sur Facebook, j'ai pu voir des modifications sur la EXN. 2 ports de charge, donc la prise USB supprimée, une carte mère noire, donc avec mise à jour firmware par application, sur un refroidisseur différent. Plus de trous au niveau du passage de câble moteur, mais la EXN n'a pas de suspension. Et un bouton coupe moteur plus facile à utiliser. Alors, je suppose que la plupart des modifications seront reprises sur la UX, alors, sauf pour le passage de câble moteur du fait de la suspension. Donc, à voir. Allez, on continue avec l'intérieur de la EX. Donc, j'ai déjà démonté la pédale, que voici. J'ai dévissé toutes les vis qui maintiennent le panneau latéral, ainsi que ces deux qui sont ici au milieu. Et il n'y a plus qu'à soulever. Donc, ce côté-ci concerne les 2 packs batterie, donc la carte mère est de l'autre côté, ainsi qu'un 3e pack batterie. Donc, on a nos câbles qui permettent de relier les batteries ensemble pour les recharger et autres. On a le buzzer qui se trouve ici dans le bas, donc avec une membrane transparente qui fait l'étanchéité. On a un emplacement haut-parleur symétrique par rapport à l'autre côté. Donc de ce côté-ci, on n'a pas énormément de poussière. On a un petit peu. On a un petit peu sur le panneau latéral à l'intérieur, mais pas énormément. On a quelques traces de frottement, donc les mousses qui protègent les batteries qui ont dû frotter sur les panneaux latéraux, certainement avec les diaboliques qui, lorsqu'ils ont testé en off-road, bien engagés. Donc je vous rappelle, leur vidéo est disponible, hein, vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait avec cette pauvre EX. Donc je vais dévisser, parce qu'on va la démonter entièrement cette EX, je vais dévisser les vis qui maintiennent au support de pédale. Et puis, bon, alors, rien d'extraordinaire. Allez, je continue et je vous reprends avec quand j'aurai retourné la EX. Bon,
j'ai pareil de côté carte mère, donc j'ai démonté la pédale, j'ai enlevé toutes les vis qui tiennent le panneau latéral et on découvre l'intérieur. Alors, tout d'abord, vite fait, on a un petit peu plus de poussière que de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez les traces de propre que je fais dessus. Alors, la AEX a à peu près 1000 km, 1150 km. Donc, pour vous donner une idée, alors bon, on a un peu plus de poussière de ce côté-ci, mais tout simplement parce qu'on a la ventilation active pour le refroidissement de la carte mère, donc un ventilateur qui se trouve ici. Donc, comme il y a un flux d'air qui passe dedans, ben, ça attire la poussière. Donc, je pose le panneau avec l'autre. Donc, ben, à l'intérieur, on retrouve un petit peu plus de poussière que de l'autre côté, effectivement. Donc, on a notre carte mère ici, on a le module audio Bluetooth, qui vient alimenter les deux haut-parleurs qui se trouvent ici. Puis après, bah, c'est du classique, hein. On a notre troisième pack batterie, la carte mère qui se trouve là, avec un radiateur assez imposant. Alors, je vous ai montré normalement sur la EXN, il y a des modifications. Donc, les premières versions de EXN avaient le même type de refroidisseur, la même conception, avec le même cache ici, le même passage de câble, et les dernières versions ont été modifiées à ce niveau-là. Donc je suppose que la EX va aussi subir des modifications, donc je ne sais pas lesquelles. Je pense notamment au niveau carte mère, avec les cartes mères qui peuvent se mettre à jour via application, donc les cartes mères black, de couleur noire, avec un refroidisseur un peu plus réduit par rapport à celui-ci. Une petite information aussi, alors pour tenir les panneaux latéraux, vous avez des inserts métalliques à chaque vis pour l'extérieur, sauf pour les deux vis centrales où on a un type de vis que j'appelle aboire pour que tout le monde comprenne, mais ce n'est pas des vis qui se mettent dans un insert métallique, donc c'est vissé directement dans le plastique. C'est dommage de ce côté-là. Donc comme je vais intervenir pour démonter le moteur, je débranche la batterie, voilà, et surtout je la mets sous tension pour décharger les deux condensateurs. Alors on a notre fusible qui est maintenant classique, donc un fusible de 120 ampères. Donc on a déjà vu ça sur la RS avec l'upgrade, la deuxième vidéo sur les upgrades de la RS. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc je vais débrancher le moteur, enlever le capot ici pour pouvoir passer le câble moteur, dévisser les vis qui maintiennent au support de pédale pour pouvoir enlever le moteur. Allez, je reprends de suite. La batterie est débranchée, j'ai mis ma protection supplémentaire avec du ruban adhésif sur le connecteur qui vient des batteries, comme ça aucun danger d'avoir un court-circuit. J'ai déconnecté les câbles des capteurs à effet Hall et j'ai déconnecté les 3 phases du moteur. Donc j'ai déverrouillé les porte-câbles qui se trouvent ici, et pour tenir le capot, il y a 3 vis, donc ici, ici et ici. Et en plus, ça avait été siliconé, certainement par les diaboliques, comme je sais qu'ils ont aussi démonté la EX. Donc on voit ici le trou par lequel passe le câble qui sert pour l'aération. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a un rebord par rapport au bord du capot, ce qui fait que si jamais il y a de l'eau, ben, elle ne peut pas s'évacuer. Donc il aura fallu que le bord soit juste à fleur du capot, avec un peu de silicone ou un joint, ça aurait permis à l'eau, ben, si elle rentre, de pouvoir s'évacuer plus facilement. Là, on n'a pas beaucoup d'occasion de s'évacuer. Allez, j'ai démonté aussi les vis qui maintiennent au support du pédale. Donc normalement, il n'y a plus rien qui retient le moteur. Essayez de le sortir. J'imagine qu'à l'image de la Monster, ça va pas être une partie de plaisir. Allez, on essaye. Oh, si, ça va.
C'est juste le passage du câble auquel il faut faire attention. Oh, c'est pas lui. Alors j'aurais peut-être dû... La technique, c'est peut-être de passer d'abord le câble, si j'y arrive, parce qu'il est assez raide, de le mettre dans le rouleau moteur. En plus, il y a le système de suspension, donc il n'y a pas vraiment de place. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. On va jouer un petit peu d'élasticité. Bon, ça va jouer sur l'élasticité de la coque. Là, ça s'accroche à rien. Je crois que pour le remettre tout seul, ça va être une partie de plaisir. On bouge l'ensemble. Je soulève la coque. Et hop. Et un moteur 2X avec son système de suspension ultra lourd. Bon, ben un truc de fait. Allez, on va regarder. Dis donc, faut que je pèse, mais il fait son poids. Je vais le mettre de côté, puis on regardera la suspension un peu plus tard. Donc j'ai désolidarisé les demi-coques ensemble. Alors, vous avez de chaque côté 1, 2, 3, 4, 5 vis de ce type. Donc la même chose symétriquement de l'autre côté, de l'autre demi-coque. Alors, la particularité, une fois enlevé les vis, les demi-coques tiennent encore très bien ensemble. Les parties, les parties movibles ici pour le phare, la poignée et le feu arrière sont clipsées et sont plutôt bien clipsées. Ça change de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc j'ai même eu peur de casser, mais ça se déclipse et ça se sépare assez facilement. Alors, on va essayer de voir l'intérieur. Hop. Donc j'en ai profité pour protéger toutes les prises de puissance ainsi que de charge. Comme ça, ça évitera les courts-circuits éventuels. Alors, nous avons la partie phare avant ici, au niveau de la poignée et du feu arrière. Alors, première chose que j'ai constatée, c'est au niveau du phare. Donc, je ne sais pas si on le voit, je n'arrive pas à centrer, j'ai pas assez de jeu. Attendez, je vais déplacer. Ça devrait aller mieux. Alors, au niveau du phare avant, vous avez les espèces de grilles là, tout autour du phare qui permettent de laisser passer le halo lumineux. Donc, au début, on pouvait penser que c'était une entrée d'air participant au refroidissement de la carte mère. Et en fait, non, effectivement, c'est une grille, mais elle est fermée derrière par la partie qui s'allume. Et donc, c'est siliconé. Donc, normalement, il n'y a pas de passage d'air vers la coque par ici. Donc le passage d'air principal se fait en fin de compte à l'arrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre un bout de papier blanc. Donc vous avez des trous au niveau du feu arrière, et donc c'est par là que l'entrée d'air principale passe. Et donc avec tout son lot de poussière, donc il y en a vraiment un peu partout. Hein. Par une occasion, vous pouvez voir les haut-parleurs. Donc ici, c'est bouché à la mousse comme d'habitude. Là, nous avons une partie du refroidisseur sans ailette, toujours dans le passage de roue. Donc c'est le même principe sur les roues Gotway depuis très longtemps. Nous avons aussi le voltmètre qui s'affiche à l'arrière. Et nous avons notre port USB et notre prise de charge qui normalement devrait être câblée en double pin.
mais on ne le voit pas physiquement avec les silicones qui protègent les connexions. Au niveau étanchéisation, je pense que ça va être plus facile que sur la Monster Pro par exemple. Donc là, ça va être du classique tout autour ici. Et puis ensuite, du silicone au niveau des pièces qui viennent se clipser par-dessus. Donc ça permettra d'étanchéiser. Alors après, faudrait mettre un bloc de mousse ici éventuellement pour filtrer l'air et limiter la poussière. Alors côté batterie, donc pas côté carte mère, l'autre, on a le principe du... Est-ce que l'on voit? Oui. Le principe du trolley, très similaire à celui de la Monster Pro. Alors là, l'avantage, c'est qu'il la partie haute des tubes coulissants ressort à l'extérieur. Donc là, très facile à étanchéiser. Il suffira d'étanchéiser, encore que... Ah non, c'est le même principe que sur la... C'est exactement le même principe que sur la Monster, donc c'est en 3 parties. Donc on va appliquer les mêmes choses que sur la Monster, donc on va démonter cette pièce pour siliconer autour, et un petit peu en bas pour juste assurer, sachant que ça débouche ici, donc si éventuellement de l'eau rentre dans le trolley, ben, il s'évacuera à l'extérieur de la coque dans le passage de roue. Alors, on va s'attaquer à la suspension suspension de la EX. Donc sur cette EX, on a le système qui se trouve à l'intérieur du trou du holomotor. Donc comme ça, gain de place, il n'y a rien qui vient à l'extérieur, entre guillemets, par rapport à une S18 ou une V11. Alors, on a 2 pistons qui se trouvent ici en bas, qui sont gonflés à des pressions très 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 élevées. Alors, on verra par la suite comment on fait pour gonfler les pistons, et avec un petit tableau qui vous donnera une indication en fonction du poids pour avoir une base de départ. Donc je rappelle, c'est des pressions très 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 élevées, hein. C'est pas 10 bars, c'est plutôt dans les 70 bars. Donc faites attention. Donc on va par exemple dégonfler ce piston-là. Est-ce qu'on le voit? Oui. Alors, première petite chose, vous avez un cône en silicone qu'il faut arriver à sortir. Voilà. Là, je vous montre. Donc il vient protéger, bon, on voit pas grand chose, si quelque chose de noir, voilà, qui vient protéger les valves qui permettent de gonfler le piston. Donc on verra aussi une partie sur les valves. Alors c'est des pressions, je rappelle, c'est des pressions très élevées, donc faites très attention à ce que vous faites. Alors sachant qu'il y a un petit peu d'huile à l'intérieur, quand vous dégonflez un des pistons, c'est intense, très forte, mais un instant très court, mais ça gicle. Bon, je vais prendre plutôt une clé à laine, ça sera plus... Donc c'est comme sur un vélo. Trop grosse ma clé à laine. Hop. Voilà. Donc il faut appuyer un petit peu fort. Alors une astuce, c'est d'avoir une vis en M6, donc diamètre 6, et comme ça vous pouvez visser et doser la force pour pouvoir dégonfler le piston, plutôt que de devoir le dégonfler d'un seul coup comme ici. Malheureusement, j'en ai pas d'assez longue. Bon, pas de dégonfler à fond. Voilà. Donc une fois qu'il est dégonflé, la pression est tombée, vous avez le piston qui est libre totalement. En fin de compte, il tient avec la pression que l'on va injecter dedans. Donc je rappelle, on verra par la suite comment gonfler les pistons. Allez, je démonte le support de pédale de ce côté-ci pour essayer de voir comment sortir le système en entier. Allez, je vous reprends tout de suite. J'ai enlevé les vis qui maintiennent le support de pédale au système de suspension. Donc il y a 6 vis de ce type assez longues. 3 ici, 3 là.
et on a ce type de truc. Alors voici un des pistons qui sert de, pas de suspension, pas d'amortisseur, mais enfin, ils vont agir sur la compression. Quand il y a un choc, ils vont ralentir comment dire, le choc, la compression. Par contre, au niveau de la remontée, pour amortir cette remontée, donc ce qui correspond aux chambres négatives sur les amortisseurs de V11 ou de S18, ben, c'est cette pièce ici là, qui fait cette fonction, qui elle va amortir la remontée. Alors avec comment dire, le traitement qu'on fait subir les diaboliques à la EX lors de leur test de off-road, on pense que cette pièce-là a dû prendre cher, donc du coup ça n'amortit plus la remontée. Donc je vous mets un exemple, par exemple, un court passage, une montée de bordure, on entend que ça tape au niveau de quand la suspension totale remonte. Donc j'ai pu m'en procurer une. Alors on voit que ça marche ici, c'est dur à faire descendre, par contre à remonter c'est facile. Et donc on pense que cette pièce-là a dû ne plus amortir aussi bien. Donc on va essayer de la changer. Donc pour ça, il faut que je démonte tout le système de suspension, que je le sorte de la roue pour pouvoir remplacer cette pièce-là. Donc je vais démonter les vis ici ainsi que de l'autre côté et puis voir si j'arrive à sortir cette suspension. Pour démonter la suspension du moteur, donc il suffit d'un côté seulement d'enlever un support de pédale et de démonter aussi cette tige par laquelle coulisse le système au milieu. Alors il est mis ici et il vient se visser dans le haut. Alors pour pouvoir le dévisser, il suffit de desserrer cette vis ici qui vient, comment dire, cette partie basse, le serrer contre dessus pour pas que ça bouge. Donc là, ça peut pivoter facilement. Et vous avez un plat pour pouvoir poser un tournevis plat et pouvoir dévisser ou visser cet axe. Une fois qu'il est dévissé, vous pouvez le sortir. Alors je vous montre la partie. Et donc là, comme cette pièce, comme la vis n'est pas serrée, ça peut tourner librement. Parce que comme il y a un cerclip, ça on ne peut pas l'enlever facilement. Il faut avoir une pince pour retirer le cerclip, ce que je n'ai pas. Donc une fois que c'est enlevé d'un côté, ça s'enlève très facilement. Allez, je pose la partie moteur. Donc voici le système de suspension. Alors j'ai dégonflé aussi l'autre, pas entièrement peut-être, ouais si. Donc vous voyez que ça vient pivoter la partie centrale. Donc ça c'est fixé dans le trou du moteur, ou le moteur. Ah ouais, plus l'air du tout d'amortir cette partie-là. Donc je vais voir comment on fait pour la démonter et pouvoir mettre la nouvelle. Donc nous sommes le lendemain, j'ai été chercher des pinces pour les clips. Donc une pince qui écarte, une pince qui resserre en fonction de si c'est un clips intérieur ou extérieur. Tout simplement parce que, on ne le verrait pas, ce sera compliqué à voir. Ici, pour maintenir comment dire, l'amortisseur de la détente, il y a un clips, alors c'est d'abord vissé dans cette pièce centrale, et il y a un clips pour éviter que ça se démonte. Donc vu l'accès, c'est un peu compliqué, avec la pince à clips, c'est quand même plus facile. Donc un clip, c'est quoi? Ici, vous en avez un, par exemple. Donc vous avez deux petits ergots, et vous venez mettre la pince dans les trous, et si je ne prends pas la bonne pince, ça ne va pas le faire. Et vous venez serrer pour pouvoir sortir le clip de son logement. Enfin, plus facile à dire qu'à faire. Enfin, vous voyez le principe. Donc j'essaierai de démonter après.
Donc le clip qui maintient l'amortisseur en détente, lui, est à l'extérieur, donc c'est une pince qui vient écarter quand vous serrez. Sur le truc blanc, ce sera peut-être plus visible. Voilà, donc j'ai remonté le nouveau amortisseur de détente. J'ai mis le boulon, j'ai rajouté du frein filet parce que normalement c'est un... comment on appelle ça, avec une bague en nylon qui vient empêcher que le boulon puisse se desserrer, et normalement c'est à usage unique. Donc n'en ayant pas, j'ai mis du frein filet pour retenir le boulon. Allez, je continue de remonter le système de suspension et puis on continue, à tout de suite. Donc j'ai remonté un côté, donc avec un des amortisseurs, donc il n'est pas gonflé actuellement, et on va essayer de vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'amortisseur qui gère la détente, donc la remontée. Donc là il est en position basse, et si je remonte, on sent une résistance. Par contre, si je descends, j'essaie de vous montrer, là je remonte, c'est plus dur. Par contre, pour descendre, hop, il descend tout seul. Donc c'est vraiment juste à la remontée qui va amortir cette remontée. Donc l'ancien amortisseur, lui, comme la tige devait être désolidarisée de la partie centrale qui doit se trouver à l'intérieur, ben, il ne gérait plus la remontée, et donc d'où les claquements quand on passait des obstacles. Donc normalement, ça devrait être réparé. Le système de suspension est remonté au niveau du moteur, au niveau du trou du moteur. Il ne me reste plus qu'à mettre le deuxième piston et comment on appelle ça, deuxième axe de coulissement. Donc là, bah, c'est pas compliqué. Alors, pas oublier de mettre d'abord le piston, et ensuite j'insère l'axe jusqu'à arriver au bout. Donc là, ici, j'ai la vis qui est desserrée, comme ça me permet de visser l'axe grâce à la tête. Je le visse à fond, et voilà. Et ensuite, pour régler ça, alors, donc, petite précision, au niveau du piston, effectivement, il est libre, là, il circule librement dans son logement. Ce qui le fait tenir, c'est la pression d'air qui est énorme, qui se trouve à l'intérieur. Donc il n'est pas fixé, c'est normal. C'est la pression intérieure qui le maintient. Là, je le mets. Et j'ai plus qu'à serrer cette partie-là pour pas que ça pivote, pour ne plus que ça pivote. Et voilà. Donc maintenant, je suis en position haute. Donc les pistons, ils sont vides, hein, ils ne sont pas gonflés. Et maintenant, voilà. Donc ça devrait mieux fonctionner. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à démonter entièrement l'amortisseur de détente. Donc j'ai pu enlever le serre-clips, mais j'ai pas réussi à enlever la partie centrale qui doit être mise en force, je ne sais pas. A priori, c'est pas vissé. Sinon, je sais pas. Donc le principe, dedans, vous avez, je sais pas si on entend, je mets près du micro, vous avez une pièce mobile qui peut coulisser à l'intérieur, qui est normalement vissée sur cette partie, sur cet axe. Donc là, si je me mets au centre, je ne sais pas si vous voyez, mais le filetage, là, il est complètement foiré. Ce qui fait que il n'était plus fixé à la pièce mobile intérieure, donc cet amortisseur ne remplissait plus son office. Donc le principe, c'est donc vous avez cet amortisseur est rempli d'huile, et la pièce mobile est trouée, et il y a certainement une membrane qui, dans un sens, va limiter le passage de l'huile, et dans l'autre, va lui faciliter le passage. Ce qui fait qu'en descente, il n'y a pas de ralentissement,
Et en remontée, par contre, vous allez avoir un ralentissement, ce qui fait que ça va amortir la remontée. Voilà, grosso modo, le principe, en espérant que vous ayez compris mes explications un peu foireuses. Ah, une précision aussi pour le moteur. Quand vous remontez le système de suspension, faites gaffe comment dire, à la sortie du câble. Il doit être d'un côté spécifique, parce qu'au niveau de la coque, vous avez un trou d'un côté. Donc il n'est pas ici le trou de la coque, il est ici. Donc faites attention. Je vérifie quand même. Ouais, non, c'est bon. Donc faites attention au côté. Pour que ce soit plus parlant, au niveau de l'amortisseur central qui sert pour la détente, pour encore amortir en remontée. Donc là, monter sur le moteur, ce sera peut-être plus explicite. Donc là, je suis en position basse, donc j'ai mes suspensions du bas qui sont pas gonflées, qui n'ont pas d'air, donc elles n'agissent pas. Donc quand je remonte, oui, c'est plus lent. Par contre, pour descendre, je descends très facilement. Et en remontée, c'est plus dur. Voilà, ça devrait être plus clair. Donc ça y est, j'ai remonté la suspension, j'ai réassemblé le moteur avec la coque. J'en ai profité pour mettre du silicone dans le haut entre la plasturgie. Au niveau du capot, j'ai remis du silicone tout autour. J'ai reconnecté le moteur, les phases moteurs ainsi que le câble pour les capteurs et féoles. Il ne reste plus qu'à mettre sous tension. Alors, je vais utiliser ma petite astuce pour éviter l'arc électrique au moment de brancher les connecteurs de l'alimentation. Donc, j'ai mes XT90 anti-étincelle, un petit adaptateur, donc XT60 vers XT90. Je branche, aucune étincelle. Maintenant, je peux enlever mon adaptateur XT90 anti-étincelle. Maintenant que les condensateurs sont chargés, maintenant je peux brancher en direct les XT60. Je n'ai pas d'étincelle. Et on regarde si elle se met sous tension. Yes. J'éteins le phare. Voilà. Je vais en profiter pour regarder si ça connecte toujours à EUC World. Et voilà, bon, c'est déjà connecté. Donc ça a l'air tout bon. Donc je vais continuer à remonter, enfin mettre le panneau, fixer les câbles, remettre le panneau latéral, remettre les pédales. Et puis on se retrouve tout de suite pour le réglage des suspensions. Alors concernant les suspensions, donc livré avec la roue, vous avez un petit récipient d'huile, donc c'est de l'huile minérale, donc il n'est pas agressive. Vous avez un adaptateur pour le gonflage. Et vous avez une pompe qui est fournie avec. Alors c'est une pompe très haute pression, hein. Elle est paramétrée, elle est en mégapascal. Donc 1 mégapascal égale 10 bars, donc ce sont des pressions très élevées. Alors malheureusement, la pompe qui a été livrée, l'aiguille a un petit souci. Elle indique un peu n'importe quoi. Donc le propriétaire de l'AEX a trouvé une pompe de remplacement que voici. Donc là avec l'aiguille qui est correcte. J'essaie de refaire la mise au point, éviter le reflet, pas mettre le câble devant. Voilà. Alors je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Donc le principe pour gonfler, tout d'abord, vous n'allez pas pouvoir faire un complément de pression. Les pressions sont trop élevées à l'intérieur. Donc je vous mets un tableau de référence entre guillemets pour savoir, pour avoir une base de départ. Par exemple, moi je fais 80 kg, tout équipé, je dois être entre 95 et 90 kg. Non, j'exagère. Je répète, je reprends, je fais 80 kg. Tout équipé, je dois être entre 85 et 90 kg.
Donc ma plage d'après le tableau, ce serait entre 8 et 10 mégapascal, donc entre 80 et 90 bars. Donc j'ai testé à 9 mégapascal, donc 90 bars, mais c'était clairement trop gonflé. Donc je vais essayer de régler les suspensions à 8 mégapascal. Donc pour pouvoir régler la pression des amortisseurs, il faut les dégonfler systématiquement. En faisant ça, je rappelle quand je l'ai fait au début de vidéo pour pouvoir démonter les suspensions, vous avez une giclée d'air qui sous pression, comme la pression est très élevée à l'intérieur, et il y a de l'huile qui part avec. Donc il faut systématiquement démonter l'obus qui se trouve, donc c'est un obus comme sur les valves de pneus, hein. D'ailleurs, je vais démonter celui-là. Alors, il faut un démonte obus très long. Alors, je vais récupérer avec une pince. Voilà. Donc, j'ai démonté l'obus. Donc ça, c'est l'obus d'origine. Alors, sachant que Francky, le propriétaire de la EX, a trouvé des valves, enfin des obus qui résistent, alors que je regarde mes notes pour ne pas dire de bêtises, de 80 à 4000 PSI, ce qui correspond à 5,5 bars jusqu'à 275 bars. Donc elle résiste à des pressions très élevées. Donc il m'a demandé de mettre ces nouveaux obus. Alors pour faire ça, malheureusement, il faut mettre une dizaine de gouttes d'huile. Donc je rappelle, c'est de l'huile minérale, hein. Il ne faut pas mettre n'importe quelle huile parce qu'il y a des huiles qui sont très agressives, donc qui vont attaquer les joints. Il faut mettre une dizaine de gouttes dedans. Donc pour ça, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre la roue à l'envers. Alors, je vais essayer de cadrer. Mon Dieu, que c'est dur d'être youtubeur. Voilà. Donc c'est bien. Je ne me trompe pas de côté. Ouais, c'est bien ici. Donc je prends mon huile, je mets une dizaine de gouttes dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je remets l'obus. Je ne mets pas à l'envers, non, c'est bon. Et je viens le serrer. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, j'aurais peut-être dû l'enlever avant. Du coup, j'arrive pas de... Ah si. Voilà, il est serré. J'essaie de l'attraper à la pince. Voilà, il est enlevé. Je mets une dizaine de gouttes d'huile minérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et je mets le nouvel obus qui résiste aux très hautes pressions. Voilà.
Ouah, fais ma musculation. Alors, je vais essayer. Ouah, ça devient lourd. Hein. Je m'essuie un peu les mains avec l'huile. Alors, je vais ressortir. Alors, je sers pas, c'est juste pour sortir le piston. Là, je vais tenir pour pouvoir serrer un peu plus l'obus. Voilà, alors le fonctionnement. Bon, la pompe qui HS, on va faire de la place. Le fonctionnement. Donc vous avez, normalement ça va mettre par terre. Mais là, c'est juste pour la démo. Voilà. Donc vous avez cet adaptateur à mettre au niveau du piston. Donc vous le serrez à la main. Vous venez raccorder le flexible. Alors, je vais le mettre. Alors pour le mettre, il suffit de tirer vers soi cette bague. Comme ça, vous pouvez le mettre sur la partie plus facile à dire qu'à faire. Alors, voilà. Donc là, il est bien bloqué. Parce que vous avez une petite gorge ici, au niveau de l'adaptateur, et vous avez des billes. Je ne sais pas si on les voit. Vous avez des billes à l'intérieur. Donc, quand je viens baisser la bague, ça permet de libérer les billes et de pouvoir passer la gorge, et hop, ça bloque. Donc, il faut bien dégager. Voilà. M'essuie les mains. Décidément, il n'y a que de l'huile. Au niveau de la pompe, ici, vous avez une petite soupape pour pouvoir libérer la pression. Donc, pas oublier, pour gonfler, de la serrer. Et voilà. Ouf, voilà. Et après, on gonfle. Et on surveille. Est-ce qu'on le voit? Non. On surveille le manomètre. Alors, ce que je veux faire, c'est mettre 8 mégapascales. Donc, vous avez vu, là, avec la pression, le piston est déjà remonté. Bon, je ne suis peut-être pas en position idéale. C'est juste pour la démonstration. L'autre, je le ferai par terre. Donc là, je suis à 4,5. Oh, c'est plus facile quand c'est avec les pieds. Ah. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour des vidéos, je vous jure. Là, je suis à 6,5. Allez, encore 1 mégapascal. Avec les reflets. Allez, encore un tout petit peu. Voilà. Donc une fois que vous êtes à la pression voulue, vous desserrez la valve au niveau de la pompe là. Ce qui fait baisser la pression
juste dans le tuyau, et vous pouvez enlever la pompe. Ah. Donc c'est pas très compliqué, et après vous n'oubliez pas d'enlever l'adaptateur et de remettre les bouchons coniques en silicone. Et voilà, c'est fait pour un. Je fais le deuxième en caméra off. Pour vérifier la justesse de la distance et les vitesses mesurées par la EX, je parcours une distance d'1 km avec un odomètre de chantier et je compare les résultats. Avec la EX, j'ai effectué une distance de 1018 mètres relevée à l'odomètre de chantier, alors que la EX indique une distance de 1160 mètres, soit 142 mètres de trop, ce qui représente 12,2% en trop. Sous EUC World, j'ai renseigné moins 12% pour corriger la distance et la vitesse. Alors, ces 12% de correction sont plutôt élevés. Par exemple, j'ai une correction de moins 3% sur la RS d'Oliger. Alors, ces écarts peuvent varier en fonction de la version firmware. Et si vous voulez vérifier la justesse de la distance de votre roue, vous pouvez le faire sans utiliser un odomètre de chantier. Sous EUC World, par exemple, vous pouvez passer de l'écran résumant les informations de la roue à celui donnant les informations GPS. En parcourant une vingtaine de kilomètres, vous avez une précision assez bonne pour mesurer l'écart. Et nous voici sur site pour tester le phare de la EX. Alors, il éclaire quand même plus loin que les autres bégodets. Le point focal du phare est plus éloigné. Donc ça éclaire plus loin, donc c'est un peu mieux. Ça ne m'empêchera pas d'utiliser mon phare d'appoint que j'utilise au poignet. Mais c'est quand même mieux que les autres modèles bégodets testés jusqu'à présent. Départ arrêté, donc luminosité au minimum. Ça y est, plein phare. Je freine. Je freine. Je freine. 23, 24, 25. Ouh. Alors, toujours à 25 mètres à peu près. Et donc là, effectivement, le phare éclaire plus haut. Ça, je pense que là, comme la roue est à l'arrêt, la luminosité est baissée. Mais je pense qu'en plein phare, il doit éblouir pas mal là. Je freine. Je freine. Je freine. J'ai fait 2 fois mon parcours pour aller au boulot en EX. 25 km aller, 25 retour, soit 50 km au total. À chaque fois, une vitesse moyenne de 25 km/h. J'ai rechargé 1216 Wh pour le premier trajet et 1229 Wh pour le second, ce qui donne une consommation de 24 Wh du kilomètre pour la UX dans mes conditions de comparaison. Avec ma MSX 84 volts sur le même parcours et conditions météo, je suis à 22 Wh du kilomètre. Au final, malgré son moteur de 3500 watts, la EX a une consommation plutôt maîtrisée. Elle est plus raisonnable que la RS High Torque avec laquelle j'obtiens 28-29 Wh du kilomètre après avoir remplacé les roulements à billes. Tout d'abord, c'est nettement mieux avec le remplacement de l'amortisseur de détente. Plus de claquements lors du passage d'une bordure ou d'un trou. Je vous mets le même passage de bordure avant et après remplacement. Avec l'amortissement en détente fonctionnelle, la UX rebondit bien moins. Merci à Lévy de Bégodet de nous avoir procuré cet amortisseur. Alors, dans la partie amortisseur, je n'ai pas été assez explicite, mais seuls les pistons situés sous les pédales ont un réglage en injectant plus ou moins d'air. L'amortisseur de détente n'a pas de réglage. D'ailleurs, vu son emplacement au centre du moteur, l'accès est plutôt compliqué. Concernant la pression des pistons, j'ai testé à 9 MPa. C'est clairement trop pour mon poids, 85-90 kg équipé. J'ai essayé 8 MPa, ça me semblait encore trop en regardant les images de la EX sur des pavés. Les pistons ne semblent pas bouger beaucoup. Lors d'une renco avec les Diaboliques d'Orléans, j'ai mis 7 MPa. C'est plus confortable, mais un peu trop bas peut-être. Je vous mets un passage sur des pavés à 7 MPa. Les pistons travaillent plus. Mais lors de certains passages de trous ou bosses, je sentais que les suspensions talonnaient dans le bas.
Alors cette rencontre était en mode cool, les 7 mégapascales passaient, mais 8 mégapascales aurait été mieux je pense, pour un poids de 85-90 kg équipé. Alors une astuce, un coup de pompe égale 1 mégapascal. Avec son poids de 38 kg comparé aux 39 kg de la Monster Pro, la EX n'a pas du tout le même comportement. Pas d'inertie au démarrage, elle est utilisable sans powerpad. Le poids ne se fait pas sentir en roulant, pratiquement l'impression d'être sur une RS high torque. Par contre, à l'arrêt, il faut gérer son poids et la hauteur des pédales. Et la répartition des masses n'est pas top. Voici en image l'explication. La EX a une mauvaise répartition des masses, c'est-à-dire que vous avez 2 packs batteries qui sont à l'arrière et un seul à l'avant, ce qui crée un déséquilibre vers l'arrière. Je pense que c'est accentué du fait que la coque est plus haute par rapport à une roue sans suspension. Donc là, si je lâche la roue, vous voyez, elle part toute seule en arrière. Alors, pour bien vous montrer que c'est pas le sol qui est en pente. Là, si je hop, elle repart vers l'arrière. De plus, vous avez aussi un petit déséquilibre latéral droite-gauche, donc elle penche un petit peu vers la gauche du fait que vous avez 2 packs batterie de ce côté-ci et un seul. Alors c'est pas trop perceptible, on le ressent peut-être sur une longue distance. Donc à voir. Donc surtout faites attention parce que quand on la pose sur un mur, même roue allumée, elle peut, si le mur glisse, elle peut partir vers l'arrière toute seule. Au bureau, par exemple, d'habitude, je pose mes roues sur un meuble. Là, je l'ai posé par terre, hein, pour éviter, parce qu'il faut trouver les points d'équilibre et c'est vraiment pas très stable. Donc, à moindre choc, elle peut facilement basculer. Et par exemple, pour mes prises de vue pour le phare, où j'utilise une planche pour bloquer au niveau des supports pédales, c'est la seule roue où j'ai dû mettre une cale aussi au niveau du pneu à l'arrière, au niveau du sol. Sinon, elle pouvait tomber toute seule. Du fait du faible écart des pédales avec l'axe moteur, la EX est très maniable à faible vitesse. Il faut s'y habituer. Avec l'augmentation de la vitesse, la roue se stabilise avec l'effet centrifuge du moteur et de son pneu. Pour la porter, son poids se fait bien sentir. La poignée est un peu plus large que sur la MSX, MSP ou RS, du coup le bouton coupe-moteur tombe dans le creux des phalanges. Il arrive qu'on appuie mal sur ce bouton et il faut tenir la roue en l'air le temps qu'elle s'arrête lors de l'emballement. Mais, on l'a vu au cours de la vidéo, le bouton coupe-moteur a été modifié pour la EXN, donc probablement pour les versions récentes de la EX aussi. En tout chemin, les suspensions apportent du confort, mais comme précisé, elle n'est pas faite pour du tout-terrain engagé. Comme l'ont testé les Diaboliques avec en conclusion le remplacement des amortisseurs du bas et de l'amortisseur de détente. Merci à eux, au moins on est fixé. Le phare éclaire plutôt bien par rapport aux autres bigodets testés. Alors côté bruit, le sifflement du moteur à l'arrêt est plutôt discret, mais se fait entendre en roulant. Mais comme le pneu cross fait pas mal de bruit sur du bitume, pour le ventilateur, il est moins présent que sur la RS. Comme il n'est pas en contact direct avec la coque, du coup ça fait moins caisse de résonance. Et il est plutôt bien géré. Il s'arrête rapidement lorsque la roue est à l'arrêt. Alors, malgré le moteur de 3500 watts, la consommation semble maîtrisée. Je n'ai pas eu une grosse différence avec ma MSX 84 volts sur mon parcours pour aller au bureau. Je pense que le fait que la jante n'a pas de rayon, du coup la partie aimant et bobine est plus éloignée de l'axe moteur, ce qui augmente le bras de levier et nécessite moins de puissance pour des démarrages et d'accélération, doit jouer sur la consommation. Vous en pensez quoi ? Pour conclure, la EX est une roue très agréable pour rouler, moins pour la porter. Après, comme toutes les roues à suspension, ça rajoute un réglage supplémentaire entre la pression du pneu et des suspensions, ainsi que des pièces mécaniques en mouvement, augmentant le risque de panne. J'espère vous avoir donné tous les éléments pour choisir cette EX en connaissance de cause. Allez, à bientôt les rouleurs pro et roulez prudemment.